Si j'étais gauchiste, je dirais où en est la ligne jaune. Si j'étais de l'autre côté, je dirais où en est le péril jaune. Eh bien, on va en parler. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle avec l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite sur Sud Radio François Boulot. Il est avocat, porte-parole des Gilets jaunes à Rouen et auteur de ce livre, La ligne jaune, publié chez Indigène Éditions. François Boulot, on va commencer par les questions, non pas qui fâchent. Enfin, on est vraiment à presque un an. C'est quand même quelque chose. On n'est pas loin du 18 novembre. Ça fera donc dans 2 semaines, pratiquement, ça fera un an que le mouvement des Gilets jaunes a commencé, avec le succès qu'il y a eu, avec les revers, avec tout ce qu'il y a. Et aujourd'hui, effectivement, vous publiez La ligne jaune. Je ne sais pas si la ligne du nouveau parti, vous allez nous l'expliquer. Mais on peut se poser la question, au fond, est-ce que les Gilets jaunes, ils sont là, ils sont encore là, ils sont toujours là. Mais au fond, est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a le problème qui est posé? Parce que on a l'impression que, effectivement, il n'est pas question qu'ils deviennent un parti. Mais il y a eu toute cette crise, on se dit c'est récurrent, c'est là, est-ce que ça va devenir comme une espèce de mouvement qu'on accepte, effectivement, qu'on a beaucoup refoulé. Je dis ça parce que ce matin, il y a un tweet de Priscilla Ludowski qui dit qu'avec Jérôme Rodriguez, Fawzi Lelouch, Fabrice Grimal, nous avons demandé à rencontrer Emmanuel Macron. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, dont vous êtes une des figures médiatiques, vous êtes avocat vous-même et vous les avez défendus, et on va parler de ce livre, pourquoi cette rencontre, pourquoi cette demande de rencontrer le président de la République, à votre avis? Alors, je découvre, comme vous, ce matin, cette lettre. Pourquoi? Je pense que c'est essayer, par une autre méthode encore, d'essayer d'interpeller le président de la République. Je crois qu'ils ont peu d'espoir que Emmanuel Macron accueille favorablement leur demande. C'est pour ça que je me suis demandé pourquoi ils le font. Oui, mais d'ailleurs, je crois avoir vu dans le communiqué qu'ils font par ailleurs qu'en réalité, c'est plus pour provoquer le refus du président de la République et donc pour essayer en tout cas de montrer à l'opinion publique que le président de la République n'entend absolument pas essayer de négocier, de dialoguer avec les Gilets jaunes pour essayer d'accueillir les revendications, tout simplement. Moi, de toute façon, mon mandat m'interdit de dialoguer ou de négocier avec le président de la République parce que pour ceux qui sont mandatés, il est très clair que le président n'a aucune volonté de négocier ou de pour dialoguer. Vous, c'est très clair. Ouais. Oui, d'ailleurs, il vient encore de faire une sortie médiatique. Alors, c'était ce matin ou hier, je ne sais pas, mais j'ai vu le billet sur RTL qui explique qu'il n'aura aucune forme de faiblesse par rapport à la grève du 5 décembre. Donc, ça montre bien que, comme depuis le départ, il ne veut pas dialoguer, il n'entend pas écouter les revendications qui s'expriment dans le peuple et qu'il essaye de passer en force par tout moyen possible. Et que quand il y a une stratégie qui vise à dire qu'on va essayer de se concerter, qu'on va faire un grand débat par exemple, c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire je vais vous écouter, mais à la fin je ferai exactement comme j'avais décidé au départ. Oui, vous pensez que tous les grands débats, ça a été un peu cette démarche. Alors, François Boulot, vous publiez La ligne jaune. Justement, où en sont les Gilets jaunes aujourd'hui? Où ça en est? Je crois que pour une bonne part de l'opinion publique, le mouvement serait terminé. Je crois que c'est une lecture erronée du mouvement. En réalité, le 17 novembre 2018, ce qui s'est produit, c'est un phénomène majeur. Vous avez là des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui, depuis des années, étaient isolées, résignées, se sentaient impuissants et ont pris conscience de leur force collective. Ce jour-là, il ne faut quand même pas oublier que le pouvoir a tremblé au mois de décembre. Emmanuel Macron, il avait fait affréter l'hélicoptère dans la cour de l'Élysée pour être exfiltré si besoin. Et je crois que Vous êtes sûr de ça ? Parce que ça a été très contesté, ça. Il me semblait que c'était des informations, des journaux sérieux en tout cas, qui avaient donné cette information-là. En tout état de cause, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a un avant et un après, en ce sens que le 17 novembre, la révolution se fait dans les esprits pour tous ceux qui sont mobilisés. C'est-à-dire que vous passez de gens qui véritablement étaient très éloignés de la politique et qui maintenant sont des citoyens qui ont relevé la tête, qui ne la baisseront plus et qui, certes, ne se mobilisent plus autant qu'ils pouvaient le faire encore il y a 6 mois, par exemple. On en connaît les raisons. Il y a eu la répression policière et judiciaire. Le pouvoir essayait et a brisé psychologiquement et physiquement une bonne partie des gens qui se mobilisaient. Ça a introduit au moins une conséquence la plus grave, c'est que les gens aujourd'hui dans notre pays ont peur, tout simplement, d'aller manifester. Mais pour autant, vous avez là en quelque sorte des dizaines, des centaines de milliers de personnes que je considère comme des agents dormants et qui attendent la prochaine opportunité
d'à nouveau pouvoir sortir, se mobiliser et mener le rapport de force, parce que chacun a compris malheureusement ce que c'est dans le rapport de force. Moi, j'entends évidemment un rapport de force pacifique, mais un rapport de force politique pour essayer de faire barrage au quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais rapport de force pacifique, mais quand même descendre dans la rue, mais quand même manifester pour bien vous, sûr, François Boulot. Bien sûr, manifester ou la grève. Moi, j'avais beaucoup parlé de la grève. Je pense que c'est par un blocage de l'économie qu'on arrivera à faire enfin céder le pouvoir, parce que dans les manifestations, malheureusement, le rapport de force nous est défavorable, en ce sens que le pouvoir contrôle les policiers et lui donne des instructions pour essayer d'élever le niveau de tension au maximum. Mais la grève, il y a eu des grèves de vous avez eu grève en 95, vous avez énormément de grèves. Est-ce que ça a changé fondamentalement les choses? À part, effectivement, en 68, ça a provoqué une augmentation du salaire des ouvriers, et tant mieux. Mais est-ce que ça change vraiment les choses? Mais je crois qu'en fait, il faut avoir deux visions. C'est-à-dire, il y a la vision à court terme. À court terme, je pense qu'il faut essayer, notamment par la grève, de mener ce rapport de force pour essayer de briser l'élan du quinquennat, la marche forcée d'Emmanuel Macron, notamment pour faire barrage à la réforme des retraites et aussi pour empêcher toute la vague de privatisation qui est à l'œuvre. Bon, ça, c'est à court terme. Vous voyez, c'est pour essayer d'arrêter le massacre. Et puis ensuite, évidemment, qu'il faut avoir une vision à moyen ou long terme, où il va falloir enfin qu'à un moment donné, une force alternative sur le plan politique prenne le pouvoir pour essayer enfin de changer les choses et qu'on arrête avec cette politique néolibérale qui est conduite depuis des années et des années et dont on voit les effets, c'est-à-dire qu'on creuse les inégalités de plus en plus. Vous avez une accélération exponentielle de ce phénomène, avec une richesse qui se concentre dans les mains d'un nombre de plus en plus réduit de personnes, et dans le même temps, tout le monde est en train de s'appauvrir. J'entends beaucoup l'argument de dire oui, mais en fait, en France, on est quand même pas si pauvre, on vit bien par rapport à d'autres pays. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est vrai, mais le problème, c'est l'appauvrissement. Et en fait, les classes populaires et les classes moyennes, ça fait déjà quelques années qu'elles connaissent le déclassement. Inférieure, la paupérisation. Exactement, mais maintenant, ça vient même toucher les classes moyennes, y compris même une petite partie des classes moyennes supérieures. Je pense notamment aux architectes. C'est l'hécatombe pour les architectes depuis plusieurs années. Je pense aux pharmaciens. Je pense également à une partie des avocats, dont une bonne partie aujourd'hui n'ont plus du tout les positions confortables qui pouvaient leur être assurées il y a encore 10 ou 15 ans. Mais alors, François Boulot, quand même, on peut se poser la question, face à tout ce que vous dites, très bien, mais comment ça se fait? Parce qu'on a dit peur du chef, on veut pas de chef, on veut pas de coordination, etc. Comment ça se fait qu'un mouvement qui a existé, encore que, quand vous dites des centaines de milliers de Français, c'est vrai, en même temps, on peut pas dire que c'était un mouvement massif. Sur 65 millions de Français, franchement, même 200 ou 300 000, c'est pas beaucoup. Non, ce qu'il faut contrebalancer, vous avez tout à fait raison. En fait, la donnée qui a fait peur au pouvoir et qui a donné de la légitimité aux centaines de milliers de personnes qui étaient mobilisées, c'est que dans l'opinion publique, il y avait eu un soutien jusqu'à 75 ou 80%. C'est vrai, à un moment donné, vous avez tout à fait raison. Alors, pour revenir à la première partie de ma question, c'était cette espèce de refus de toute, je dirais, plus que coordination, de toute... Bon, je sais très bien, on ne peut pas dire, et je n'ai jamais dit, et personne, qu'il n'y avait aucune revendication claire, etc., etc. Mais ce refus de s'organiser d'une manière ou d'une autre, en mouvement, je dis même pas en parti, mais en mouvement, est-ce que ça n'a pas nuit quand même aux Gilets jaunes? Alors, je pense qu'il faut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment, le mouvement est né sur tous les ronds-points du pays. Donc au début, vous n'avez aucune coordination possible, c'est très compliqué, et c'était donc impossible d'arriver à s'organiser. Je pense que dans un premier temps, ça a plutôt été une force pour le mouvement, parce que le pouvoir se retrouvait un peu désemparé, là, d'avoir à faire un mouvement sans tête, justement, et ça ne posait pas de problème, parce qu'il y avait une telle émulation, et une sorte d'intelligence collective, où tout le monde avait les mêmes intuitions au même moment, et donc finalement, ça ne posait pas de problème. Au contraire, c'était plutôt un avantage. Exactement, ça a été une force. Mais ensuite, je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont compris que il y a une nécessité de s'organiser, avec notamment pour objectif de pouvoir porter un message clair dans l'opinion publique, parce que s'il y a eu un soutien jusqu'à 75 ou 80% au début, le soutien petit à petit s'est effrité. Il n'est plus du tout là, enfin autant. Exactement, c'est une évidence, et d'ailleurs moi j'entends beaucoup cette phrase qui consiste à nous dire les Gilets jaunes au début je soutenais, mais maintenant il y a eu la violence, etc. Bon, le livre a notamment pour objectif de répondre à l'argument de la violence. Tout à fait. Mais vous donnez tous les arguments pour ça. Mais quand même aujourd'hui au bout d'un an, je pense que la ligne jaune, ce serait quoi? Voilà, le but c'est ça, c'est d'arriver à essayer de s'organiser pour pouvoir porter un message clair dans l'opinion publique et faire comprendre quelles sont les revendications, et pouvoir constituer un vrai contre-pouvoir avec un message qui soit le plus limpide possible à destination de l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle
j'ai créé avec d'autres la plateforme de la ligne jaune, qui est une plateforme numérique, où aujourd'hui, il y a 27 000 personnes qui ont rejoint cette plateforme. Pour la contacter, il faut quoi? Il faut s'inscrire sur lalignejaune.fr, sur vous dans Internet. Pour les auditeurs, on le dit, oui. Exactement. Le but est de mettre en réseau le mouvement, d'organiser, mais le mouvement de la ligne jaune. C'est-à-dire que la ligne jaune, elle s'assume comme un courant du mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'on n'arrivera jamais en fait à structurer au niveau des Gilets jaunes, parce que c'est quoi le périmètre du mouvement? Vous avez des gens qui sont mobilisés au début, qui se mobilisent plus, vous en avez d'autres qui sont arrivés après. Enfin, les contours ils appartiennent à des milieux, à des... Ouais. Exactement. Donc la ligne jaune veut s'assumer comme un courant des Gilets jaunes, mais a vocation aussi à s'ouvrir à tous ceux qui se sont peut-être jamais mobilisés, en fait, à tous les citoyens qui sont aujourd'hui en colère. Et a priori, chaque citoyen aujourd'hui a au moins une bonne raison d'être en colère contre Emmanuel Macron, à commencer sur la question de la réforme des retraites, dont il nous explique que c'est une réforme qui est égalitaire. Alors oui, c'est vrai, c'est égalitaire, tout le monde va s'appauvrir. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et travailler plus longtemps. Voilà, on va travailler plus longtemps pour gagner pareil ou moins. Et, puis cotiser plus. Exactement. Je le signale pour les avocats, et le taux de cotisation va grimper de 14%. Ah bon? Et ça pour les avocats. Tous les avocats? Non, pour les plus pauvres. Ah d'accord. Vous voyez, la logique est absolument formidable. Mais simplement pour finir sur la plateforme, le but est donc d'essayer de s'organiser et de se mettre en réseau, de structurer les choses, et ensuite de construire un module de vote, un référendum d'initiative citoyenne numérique, pour qu'on puisse tous se politiser. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est par tout moyen essayer d'élever le niveau de conscience dans la population, pour donner les clés de compréhension sur la politique aujourd'hui. Parce que vous voyez, moi, ça me rendait fou d'entendre des gens qui avaient voté pour Emmanuel Macron parce qu'il était jeune, beau, dynamique et intelligent. Bon, vous voyez, j'aimerais qu'on vote sur les critères d'intérêt général et que les gens ne se fassent plus duper comme ils ont pu l'être en 2017. Mais vous savez que ça existera toujours. Je ne dis pas ça ni par cynisme, par découragement, mais le problème quand même, c'est qu'il y a eu un mouvement social extrêmement fort, c'est vrai, les Gilets jaunes. Comme vous dites, il y a eu un avant et un après. Le problème juste, c'est quand même, tant que quelque chose, ou une personnalité, ou des personnalités, sans jouer à l'attrait du chef et à la nostalgie du chef, si on n'incarne pas, à un moment donné, quelque chose, cette chose ne pourra que rester éparpillée. Vous le savez très bien. Il faut une incarnation. Je suis assez d'accord, et c'est d'ailleurs ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que malheureusement aujourd'hui on a un processus électoral dans le pays qui est bloqué. Tout le monde voit bien arriver le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen pour 2022, et pourtant je pense qu'il y a une très large majorité de Français qui voudraient avoir une alternative à ce choix qu'on voudrait nous imposer. Malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de général de Gaulle, on n'a pas de Churchill, on a personne qui est identifié dans l'opinion publique comme étant une alternative sérieuse, crédible, un recours pour essayer de faire face. Et donc, ce que je pense, c'est que tout simplement, en attendant la nature ayant horreur du vide, quelqu'un à un moment donné arrivera pour incarner, mais je pense qu'il faut déjà essayer de se fédérer au maximum sur les idées. Moi, toute ma thèse est qu'aujourd'hui, nous sommes 99% à avoir tous intérêt à un changement de politique. Tout simplement. Alors, ce changement de politique, effectivement, je crois qu'il arrivera par l'incarnation. N'oubliez pas ce qui s'est passé quand même en Italie avec Beppe Grillo. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un humoriste absolument à la tête, mais également en Ukraine, avec l'humoriste Zelensky. Il y a quelque chose qui est là, ce qui est étonnant, c'est que... est-ce qu'on va arriver juste très rapidement? Est-ce que pour vous, quand même, à un moment donné, on pourra arriver à un mouvement politique chez les Gilets jaunes? Enfin, alors, c'est ceux qui s'en réclament. C'est très compliqué de répondre à cette question. Est-ce qu'un parti ou un mouvement politique va se constituer sur la base des Gilets jaunes? Moi, très clairement, sur la ligne jaune, ça ne deviendra pas un parti politique. Parce que je veux que chaque chaque citoyen se sente libre de venir adhérer. Parce que je sais très bien que parmi les Gilets jaunes, il y en a qui sont des militants politiques, ou il y en a en tout cas qui ont leur chapelle. Et je veux pas donc que ça crée de la concurrence et que ça empêche ces gens-là de venir. Moi, c'est un mouvement, ce projet associatif, il a vraiment pour vocation à rassembler le plus largement possible. Et on va parler de la politique, mais on va parler des idées en fait politiques. Mais après, rien n'empêche effectivement qu'à côté, peut-être, naisse un parti politique, une nouvelle force politique. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. Définissons déjà la ligne idéologique. Soyons clairs sur les idées qu'on défend. Parce que la ligne juste. Exactement. Merci François Boulot, restez avec nous.
on va écouter nos auditeurs. Et je rappelle, François Boulot, que vous êtes l'auteur de ce livre, La Ligne Jaune, c'est publié chez Indigène Éditions. Les amis, vous avez bien entendu l'ami Berkoff, il vous attend. Vous nous avez bien écouté, vous nous appelez au 0826 300 300 à partir de 13h, dans quelques minutes, on vous donne la parole, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes peuvent devenir un mouvement politique ou pas? Est-ce que ça peut avoir une traduction politique? Est-ce que ça peut durer encore des mois et des années? Pourquoi pas? On verra, venez nous le dire ce que vous en pensez. À tout de suite sur Sud Radio. Berkoff dans tous ses états. Et oui, je ne suis pas le seul dans tous mes états. François Boulot, l'avocat aussi, est auteur de La Ligne Jaune. On va en parler, on a déjà parlé. Et j'attends nos auditeurs. 0826 300 300, c'est à ce numéro que ça se passe pour prendre la parole sur Sud Radio. Tout de suite, on retrouve Patrice qui nous appelle de Pau. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour André. Bonjour François. Oui. Bonjour. J'ai une cinquantaine d'années, j'ai fait une carrière en gendarmerie, 30 ans de gendarmerie. J'ai fini péniblement MDL chef avec quand même le titre d'officier de police judiciaire. Ouais. Et vous évoquiez tout à l'heure le fait que le mouvement il s'est éteint, ou en tout cas il patine un peu. Ouais. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur, ils n'ont pas confiance dans le système, parce que ce sont les oubliés du système, c'est les enfants perdus de la République. Ouais, si tant est qu'aujourd'hui la République existe encore. Ils ont peur, c'est des petites gens, la plupart du temps, c'est des petites gens qui n'ont pas une grande conscience de ce qui se passe, mais qui savent qu'ils se font bananer, quoi. Voilà où on en est aujourd'hui. Et formaliser une idéologie, c'est très compliqué, parce que ces gens-là n'ont pas forcément une culture politique. Ouais. Voilà. Ouais, c'est exact. Non, c'est très exact. Patrice, moi je souscris tout à fait, je suis pas le seul à votre analyse. Je crois qu'il y a un problème là, François Boulot. Effectivement, ils ont peur, pas seulement ils ont peur des LBD 40 ou etc. et des grenades. Ils ont peur parce qu'ils se disent, est-ce que on va pas encore se retrouver manipulé, manœuvré? Et effectivement aussi, disait Patrice, la conscience politique, elle n'est pas en premier. Donc comment faire? Oui. Je crois que le niveau de conscience politique, il est en train d'augmenter. Il a beaucoup progressé. En quelques semaines, en quelques mois, vous avez des gens totalement dépolitisés avant le mouvement qui maintenant sont quand même beaucoup plus alertes. Sûrement. Et ont beaucoup progressé. Et ce que les gens d'ailleurs ont compris, c'est qu'effectivement les gouvernants ont clairement trahi l'intérêt général depuis plusieurs années et mènent une politique qui profite à quelques intérêts particuliers privilégiés. Je crois que c'est véritablement ça dont il est question. Patrice expliquait que ces gens-là, en tout cas, est-ce qu'on est encore en République? Mais on a encore un dernier exemple avec une note confidentielle qui a été révélée par le Canard enchaîné sur le fait que En Marche va décider de la répartition des juges d'instruction en fonction du vote aux élections municipales. On en a parlé dans Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio. Oui. Il ne peut pas y avoir comportement plus anti-républicain, où très clairement la justice n'est plus indépendante et les institutions sont totalement dévoyées aujourd'hui. Si tant est que les procureurs le parquet était indépendant. Il ne l'a jamais été, ça c'est une évidence. Mais pour ce qui concerne les magistrats du siège, on va essayer de les instrumentaliser là, en décidant pour les juges d'instruction de les affecter là où il y a des maires En Marche qui seraient élus dans telle ou telle commune. Je rappelle juste, François Boulot, que votre livre La Ligne Jaune, que je recommande parce qu'il décrit très très bien l'état des lieux et surtout ce qu'il faut faire, est en vente à 3,90 €, c'est ça. Et les droits d'auteur vont où? Alors je les reverse à 50% pour les mutilés du mouvement, les 25 éborgnés, les 5 mains arrachées, et à 50% pour développer la plateforme de La Ligne Jaune. D'accord. On remercie Patrice. Merci à vous Patrice de nous avoir appelé depuis la ville de Pau. Tout de suite on trouve Herriot, c'est toujours au 0826 300 300. Bonjour Herriot. Bonjour André, bonjour François, je l'appelle de Perpignan. Donc moi j'ai été sur le terrain, pas en tant que gilet jaune, mais en tant que street medic, en tant qu'observateur. Et on parle beaucoup de violence. La violence est exclusivement réservée aux policiers qui se maquillent, qui s'habillent en stream, qui ne portent pas de RIO pour pouvoir tabasser sans limite. La preuve en est, c'est que Jacques Toubon a répondu à un gilet jaune en disant qu'il ne pouvait rien faire étant donné que les policiers n'étaient pas identifiables. Mais par contre, on pouvait utiliser l'article 73 du Code de procédure pénale que François va expliquer, comme quoi c'est des individus comme tout le monde et qui peuvent être interpellés comme tout le monde pour coups et blessures gratuitement.
François Boulot, oui, David Dufresne, d'ailleurs, le journaliste qu'on a reçu, a fait un très bon travail. Remarquable. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que dit effectivement Éric. La difficulté, c'est, vous voyez, au tout début du mouvement, quand j'étais sur les ronds-points de la mode, du Zénith, avec mes amis Gilets jaunes, les gens s'étonnaient effectivement du comportement de certains policiers et me demandaient, mais alors que dit la loi? Bon, le problème, c'est quand vous avez affaire aux forces de l'ordre, vous savez, dans la rue, ce qui fait la loi, c'est pas le code pénal, c'est la matraque. Hein. Très clairement, c'est celui qui tient le bâton. Rapport de force. Exactement. Mais le cadre légal, il est clair. Si les policiers ont le monopole de la violence légitime, en revanche, le cadre, c'est celui de la légitime défense. Donc à chaque fois qu'il y a une attaque contre un manifestant qui ne montre aucun signe hostile, on sort du cadre légal. C'est donc une violence policière qui est en train de se commettre. Moi, ce que je dénonce en premier lieu, ce sont les instructions qui sont données aux policiers, et c'est le comportement qu'a eu le pouvoir exécutif, que ce soit le président de la République, le Premier ministre ou Christophe Castaner, qui jamais n'ont dénoncé les violences policières, si bien qu'ils ont laissé se diffuser un sentiment d'impunité parmi les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, il y a eu plus de 300 enquêtes IGPN qui ont été ouvertes. Aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas eu une seule sanction qui a été prononcée. Vraiment pas une seule? Aucune sanction de quoi je sors? Depuis le début des Gilets jaunes? Depuis le début, il n'y a aucune sanction qui a été prononcée. Et je voudrais aussi dire un mot pour les mutilés, les 25 éborgnés et les 5 dont la main a été arrachée. Le régime a mutilé des innocents. C'est-à-dire que sur ces 30 personnes, pas une n'a fait l'objet de poursuites judiciaires. Pas un casseur, rien. Pas un black bloc, pas tout ça. Enfin. Exactement, ce sont des innocents qui ont été mutilés. Et juste un mot, je voudrais, avant de donner la parole à notre auditeur, François Boulot, comment en même temps on voit ça, et en même temps on voit à Mantes-la-Jolie et ailleurs, dans certaines cités, dans certains quartiers, les policiers se faire littéralement agresser, caillasser, quelquefois blesser. Comment ça se fait que là, ça se passe comme ça, et puis de l'autre côté, ça se passe autrement? Mais en fait, évidemment qu'il y a des agressions aussi qui sont tout aussi inadmissibles quand elles sont faites sur les forces de l'ordre. Là-dessus, moi, je défendrai toujours les institutions des forces de l'ordre. Mais en revanche, il faut condamner les policiers ici ou là quand ils commettent des violences policières. Non, mais ce que je veux dire, pourquoi ils paraissent être désarmés dans les quartiers ou certaines cités, et pas dans les manifestations. Pourquoi? C'est ça qui moi, et je ne suis pas le seul, te pose la question. En tout cas, ce qui est certain, moi je peux répondre pour le mouvement et les manifestations que j'ai faites. Il est clair qu'on a fait passer les Gilets jaunes pour des ennemis de la République aux yeux des forces de l'ordre, pour essayer d'attiser des fascistes, des antisémites, de l'extrême droite. Exactement. Au tout début, sur les ronds-points, vous aviez des policiers nationaux, municipaux, qui étaient là, stationnés auprès des ronds-points, qui venaient discuter avec nous, et tout se passait très bien. Et beaucoup nous disaient qu'ils soutenaient en fait le mouvement. Mais petit à petit, le pouvoir a eu pour stratégie d'essayer justement de faire s'opposer au maximum les Gilets jaunes avec les forces de l'ordre. Vous voyez, c'est les bleus contre les jaunes. Mais pour ces gens-là, c'est un match de foot. Ils n'ont pas plus de considération pour les uns que pour les autres. Je crois que malheureusement, beaucoup sont tombés dans le piège, que ce soit policiers certains policiers d'un côté ou certains Gilets jaunes de l'autre. Merci en tout cas, Herriot, de nous avoir appelé. Belle journée du côté de Perpignan. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On retrouve Jennifer qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Jennifer. Oui, Jennifer. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai donc une question pour Monsieur Boulot. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il en pensait de la future présidence, donc en 2022, avec Monsieur Mélenchon. J'aurais voulu savoir... ce qu'il pensait de Monsieur Mélenchon, c'est ça? Oui, alors pas ce qu'il pense de la personne, mais de son parti, et de savoir si ça pouvait peut-être changer la donne. Parce qu'il disait tout à l'heure qu'en gros, il aurait fallu un général de Gaulle ou autre. Ou un Churchill. Pour l'instant, on ne l'a pas, exact. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais on va pas falloir attendre le jour J. Et est-ce que ça serait pas la meilleure des solutions? Et si ça ne le serait pas, est-ce que lui ne serait pas la meilleure des solutions? Au lieu d'en chercher un, peut-être... Lui qui? Monsieur François Boulot. D'accord. Oui. Alors, c'est la deuxième question. Mélenchon comme homme salvateur ou comme... En fait, ma réponse est simple, c'est que je ne peux pas répondre à cette question pour la raison que depuis le début, le mouvement, il est apartisan. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se prononcer par rapport aux partis politiques. Je suis un peu désolé, mais je ne peux pas du coup divulguer mes opinions personnelles. Je suis mandaté pour représenter un mouvement qui ne veut pas justement se positionner par rapport aux partis, pour essayer justement de dépasser les clivages traditionnels et de fédérer sur les idées. Donc moi, je me prends sur eux pour essayer de fédérer sur les idées. J'avais participé aux universités d'été de la France Insoumise.
Insoumise. J'avais eu l'occasion d'exprimer ce qu'étaient mes points d'accord, mais aussi mes points de désaccord, notamment sur la question de la 5e ou de la 6e République. Bon, voilà, je crois qu'il y a évidemment des convergences avec la France Insoumise, comme il y en a avec d'autres partis également. Je crois que ce qui fédère, c'est l'idée de la souveraineté. Mais une question personnelle, je voulais poser, ça c'est pas une question de parti politique, ce que posait Jennifer, est-ce qu'un Mélenchon, par rapport à ce qu'on avait sur l'incarnation, pourrait jouer ce rôle-là, ou à votre avis, non, il fait trop partie du système, quel qu'il soit? C'est difficile, encore une fois, de commenter, mais Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il est dans une position difficile aujourd'hui, notamment par rapport à l'épisode des perquisitions. Je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, il me semble qu'il n'y a personne, justement, ni Jean-Luc Mélenchon, ni personne d'autre qui soit identifié comme un recours crédible. Oui, bon, François Boulot, il faut être sérieux. J'ai 32 ans, j'étais avocat à temps plein il y a 1 an. Vous voyez, puis je crois qu'il faut être un peu dérangé pour vouloir être président de la République. Donc moi, je vais essayer de continuer ce que je fais, c'est-à-dire d'essayer de vulgariser au maximum la politique, d'expliquer l'économie, la fiscalité. Voilà. C'est ce que vous faites très bien. En tout cas, recherche dérangée désespérément, il faut le dire. Ben vous ne pouviez pas avoir de réponse, en tout cas, Jennifer. Merci de nous avoir appelés. Tout de suite, on trouve Benoît au 0826 300 300. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Boulot. Oui, alors j'ai pas mal de points à aborder. Bien sûr, sur les gilets jaunes, d'abord la violence, c'est inadmissible. Je crois que l'État a passé une ligne jaune, sans faire de référence à notre livre. Ils ont passé une ligne jaune en tapant sur les pompiers. On n'a absolument pas le droit de taper sur nos pompiers. Ça c'est vrai, policiers et pompiers, oui. Et là, il ne pouvait pas expliquer qu'il y avait des casseurs, qu'il y avait des black blocs au milieu. Il n'y en avait pas, et c'était des gens qui étaient venus manifester. Alors, c'est un peu de bruit, mais c'est tout. Vraiment, c'est totalement inadmissible, et ça révulse beaucoup de Français là-dessus. Ouais. Ensuite, les gilets jaunes, moi je suis un gilet jaune depuis le 17 novembre, moi j'ai participé à beaucoup de rassemblements, et je n'y suis plus, parce que je dois faire partie de la majorité d'ailleurs. Ouais. Et pourquoi vous n'y êtes plus, Benoît? Parce que moi je suis politisé, très clairement, je suis politisé, mais j'étais pas là pour imposer un parti. Là je rejoins M. Boulot, le mouvement des Gilets jaunes, c'est totalement apartide. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas, alors toutes les forces, l'extrême droite, l'extrême gauche, la France Insoumise, le Front National, la CGT d'ailleurs qui au début a craché sur les Gilets jaunes. Oui, on sait bien, mais tout le monde essaie de récupérer, on sait ça aussi. Ils ont tous essayé de récupérer. Les gens qui étaient raisonnables ou raisonnés, ils ont dit non, moi ça ne me va pas, je ne suis pas extrême droite, donc je n'y vais plus, ou l'inverse et vice-versa. Donc résultat, ça s'est vidé, forcément. Et ça, c'était le drame, parce qu'il y avait un formidable élan au départ, et ça a été complètement... Alors l'État a bien joué aussi, il y avait la violence et tout ça, bien sûr. Mais j'aimerais, et là je reviens tout à fait sur M. Boulot, je suis entièrement d'accord, le mouvement doit rester totalement sans parti politique. C'est une revendication, mais pas... Et donc moi j'aimerais que... Oui. Allez-y, posez une question à François Boulot. Donc, oui. Est-ce que... j'ai entendu sa réponse sur M. Mélenchon, qui d'ailleurs s'était trahi un peu sur sa pensée profonde à Marseille. Quand Benoît, excusez-moi, posez votre question assez vite parce qu'on arrive en fin d'émission, c'est pour ça. Quand on dit il n'y a pas de... Il faudrait un mouvement politique qui soit neutre, indépendant. Il y en a un, l'UPR, qui ne dépend absolument pas des partis... Asselineau. Ne dépend d'aucun financement, M. Asselineau, alors... On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais en attendant... Alors on va écouter François Boulot vous répondre, Benoît, parce que sinon on n'aura pas le temps. Est-ce que l'UPR de François Asselineau est une solution? Écoutez, même réponse. Je ne peux pas prendre parti pour un parti ou un autre, mais j'ai eu la même démarche. Je suis allé débattre aux amphis de la France Insoumise et je suis allé débattre avec l'UPR, avec Charles-Henri Gallois. Pluraliste en tout cas. Merci à vous. François Boulot, je rappelle la référence de votre ouvrage qu'on peut se procurer chez Indigène Édition. Ça s'appelle La Ligne Jaune. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.